Je donne maintenant la parole à Maria Segarra. Maria Segarra est en première année de doctorat en psychologie sociale sous la direction de Pascal Molinier à l'université Sorbonne Paris-Nord et sa présentation portera sur les sexualités contemporaines de jeunes femmes lesbiennes afrodescendantes et blanches métisses à Cali, en Colombie, une approche psychosociologique. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Merci aussi à tous et à toutes qui êtes là pour votre attention. Donc, je vais vous présenter de manière très superficielle le sujet de ma thèse et je tiens à dire que je ne suis pas encore allée sur le terrain. Du coup, je ne vais pas présenter des résultats, mais juste un peu le sujet. Donc, l'objet de ma recherche est constitué par l'étude du vécu de la sexualité d'un groupe de jeunes femmes colombiennes, sexualité qui est traversée par les rapports sociaux qui sont construits par des catégories comme le genre, identité, non? Identité de genre, l'appartenance au groupe ethno-racial, l'orientation sexuelle et la classe sociale, tout en même temps. Donc, l'échantillon ciblé sera composé de femmes lesbiennes de secteurs populaires, d'un côté afrodescendantes et de l'autre côté blanches métisses de la ville de Cali, peut-être aussi de Bogota. Donc, peut-être pour contextualiser un peu, les théories féministes du genre, de l'intersectionnalité et le black feminism ont démontré qu'il n'est pas possible de penser le genre sans considérer en même temps la race, et entre guillemets bien sûr, la classe et l'orientation sexuelle. Donc, la sexualité, je rappelle que la sexualité des femmes continue à être un domaine saturé par des catégorisations qui tendent à généraliser et à essentialiser les femmes comme un seul groupe. Donc, s'agissant en plus de la sexualité, les désirs, en plus de la construction des subjectivités autres, non, les désirs constituent un terrain peu abordé par les sciences sociales d'Amérique latine. Du coup, Mara Viveros et Peter Wade signalent que les études menées sur les rapports sexo-érotiques ont privilégié en plus l'analyse des désirs des hommes blancs, tout en ignorant ceux des individus appartenant à d'autres catégories sexuelles et raciales, ou en les considérant comme des produits des désirs des groupes dominants. Donc maintenant, la Colombie. La Colombie, c'est un pays, je vais préciser plus tard qui je suis, puisque je ne suis pas colombienne. Donc la Colombie, c'est un pays où il y a une tradition importante de réfléchir aux rapports sociaux structurés par le genre, la race et la classe sociale ensemble. Donc dans la sexualité et aussi dans la construction des subjectivités féminines et masculines. Donc, par exemple, Mara Viveros, Fernando Urrea Giraldo, Oti Curiel, Peter Wade et pas mal d'autres. Mais dans la littérature, c'est un point aveugle, ce champ de sexualité, désir, avec toutes les catégories que j'ai mentionnées. Ce champ n'est pas suffisamment étudié car la présence de femmes lesbiennes, afrodescendantes de classe populaire, est quasiment inexistante. Donc, la ville de Cali s'avère un endroit fertile où mettre à l'épreuve cette intersection entre sexualité, la couleur de peau, la classe sociale et l'orientation sexuelle. Donc, pour continuer, la sexualité peut être comprise, comme le propose Aníbal Quijano, comme un champ de l'existence où les acteurs sociaux se disputent le pouvoir. Juste pour donner une petite définition comme ça, peut-être politique. Donc, on doit donc approcher l'étude de la sexualité en prenant en compte qu'elle s'adosse non seulement sur la race, mais aussi sur un système de genre hétérosexiste. Là, c'est Maria Lugones qui dit ça.
donc afin d'éviter une épistémologie eurocentrée et raciste et hétéronormatif. Bon. Donc étudier en les comparant. Les biographies et les trajectoires sexuelles de jeunes femmes lesbiennes, blanches, métisses et noires de classe populaire impliquent d'analyser simultanément le contexte historique et la construction de la société colombienne. D'autant plus que les classes sociales en Colombie ont des couleurs, comme le signale Mara Viveros, c'est-à-dire que les individus et les familles ayant de hauts capitaux culturels, académiques, économiques, sociaux, symboliques, ont une peau plus claire, contrairement aux personnes ayant une peau plus foncée. Je citais Mara Viveros. Et donc, directement lié à ceci, nous suivrons la perspective des dernières recherches de Viveros, une anthropologue colombienne, pour qui les expériences de féminité, de masculinité, de négrité et de blanchité ne sont pas d'attributs des individus. Elles doivent être comprises comme des événements historiques, discursifs, collectifs et individuels. Elles sont inscrites dans de différents rapports sociaux et nécessitent d'une explication. Dans cette dynamique, la gestion des désirs et des sexualités varie en fonction des effets sur les femmes, non, et dans la construction de leur subjectivité et identité. Nous partons du fait que le désir et l'orientation sexuelle ne sont pas seulement, et j'enlèverai même le seulement, des pulsions ou des impératifs biologiques, mais plutôt également produits à travers des codes d'intelligibilité socioculturelle dans les structures cognitives de l'individu. Là, je cite John Gannon, Adam Green et Bourdieu. Juste un peu Bourdieu. Donc, la sexualité est composée donc, par un ensemble de savoirs, normes et séquences appris et apprises, organisés, transmis et désappris qui varient en fonction de l'organisation sociale hiérarchisée selon les catégories comme le sexe, le groupe ethno-racial, la classe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'âge, encore entre autres. Donc, dans ce contexte, le corps devient donc un endroit d'inscription symbolique des normes culturelles. Donc, les marques de race et de classe qui sont visibles sur le corps déterminent les expériences des femmes, leur trajectoire et leur capital érotique. Et du coup, je me demande comment se construit le désir à travers ces marques et quel corps est désirable et pour qui, du coup, dans un tel dispositif. Bon, donc la sexualité féminine, je compte l'étudier dans ses dimensions psychiques et corporelles. Premièrement, psychique, c'est-à-dire les désirs, les fantasmes sexuels conscients et la construction d'identité féminine. À partir des entretiens, je veux étudier quel rapport les femmes enquêtées ont avec leurs propres désirs et leurs propres fantasmes sexuels. Est-ce qu'il y aurait des fantasmes plus légitimes que d'autres, par exemple? Bon. Mais aussi, quel coût psychique y a-t-il dans l'affirmation de leurs identités non conformes aux normes, par exemple, esthétiques ou de comportements dictés par une sexualité et une féminité prises pour évidentes. Donc, aussi, quelles stratégies elles mettent en œuvre pour gérer leur vie sexo-affective et leurs liens familiaux et sociaux, non? Ainsi que leurs modalités de résistance aux normes sociales et aussi aux possibles difficultés. Bon, donc, difficultés en termes de répercussion du coming out au sein de la famille, par exemple, parce que quand on est lesbienne, il faut bien faire un coming out. Enfin bon, ça, oui. Du coup, et puis la comparaison des interviewées blanches métisses et afrodescendantes sera cruciale, évidemment, dans l'analyse des discours. Des discours des entretiens, je veux dire. Donc, si l'on comprend la sexualité comme étant clé dans la formation de la subjectivité et structurée par les rapports sociaux de domination, il faut donc l'étudier comme un principe d'organisation sociale du désir et du plaisir. Donc, cette domination symbolique opère non seulement au niveau social, mais également au niveau plus individuel et subjectif.
Par exemple, selon l'enquête effectuée dans le sud-occident colombien par Fernando Urrea et Jenny Pozo et beaucoup plus de gens, donc toute leur équipe de recherche en 2015. Donc, les préjugés raciaux et les stéréotypes sexuels qui circulent sur les femmes afrodescendantes constituent des barrières qui limitent le libre choix de partenaires sexuels ou sexo-affectifs dans les différents contextes racisés où ces femmes ont vécu leur socialisation. Donc, la racialisation des corps des femmes, dans notre cas afrodescendantes, comme produit de l'idéologie raciste et coloniale et historiquement construite et acceptée, implique l'intériorisation de ces stéréotypes contre elles-mêmes. Donc, ceci a été constaté dans les discours des femmes, je parle toujours de la recherche de 2015, de Fernando Urrea et Jenny Pozo. Donc, ceci a été constaté dans les discours des femmes afrodescendantes interviewées lorsqu'elles manifestaient de l'insécurité concernant leur phénotype par rapport à leur image esthétique et physique. Elles disaient qu'elles se considéraient des femmes, je cite, moches, incapables d'attirer, on parle des femmes hétérosexuelles, incapables d'attirer les hommes, principalement les hommes blancs ou les métis. Donc, c'était comme une hiérarchie, quoi. Bon. Deuxièmement, la sexualité va être étudiée aussi dans sa dimension corporelle. Donc, c'est-à-dire, par exemple, le répertoire de pratiques sexuelles et le rapport que les femmes ont avec leur propre corps. Non? Donc, le vécu du corps est essentiel dans cette recherche, car le corps peut être considéré, comme je l'ai dit, un endroit privilégié d'inscription des normes, non? Et socioculturelles, sexuelles, d'identité aussi, non? Donc, en effet, la sexualité corporelle est matérialisée en partie dans les pratiques sexuelles, pénétratives ou non, orales, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je n'aime pas faire, qu'est-ce que j'aime qu'on me fasse pas, et pourquoi. Voilà. Donc, je voudrais analyser ceci avec l'étude de l'identité sexuelle entendue en tant que la, je cite Pascal Molinier, en tant que la capacité à habiter son corps et à l'aimer suffisamment pour pouvoir en jouer dans les relations érotiques. En plus, les lesbiennes ne seraient pas de femmes, car elles échappent à l'appropriation de quelques hommes au niveau de capacité procréative, de soutien émotionnel, de travail domestique et d'accessibilité sexuelle. En outre, les femmes qui n'accomplissent pas les codes esthétiques de féminité, hégémonique, voilà, et de comportements dits féminins se trouvent hors la norme aussi et ne seraient pas de femmes. Je fais référence à Monique Wittig, bien sûr, et bon, à beaucoup d'autres, mais maintenant c'est Monique Wittig. Et donc, depuis leur position, elles semblent justement mettre en question la féminité classique colombienne, issue de l'idéal colonial de la femme hétérosexuelle, blanche, bourgeoise, délicate, disponible, passive et qui se donne aux autres, toujours. Donc, maintenant, je voudrais faire un point sur ma position, donc en tant que chercheuse. C'est très important pour moi de mener ce travail, enfin, plutôt, mener ce travail signifie travailler avec les interviewés, être non pas une simple retranscriptrice comme ça de leurs paroles, mais faire qu'elles soient les productrices privilégiées des connaissances, tout en évitant premièrement ce que Chandra Talpademohanty appelle la colonisation discursive, c'est-à-dire parler à la place de l'autre et s'approprier ses savoirs, non? Aussi Curiel parle beaucoup de ça. Et deuxièmement, le rapport de pouvoir entre l'enquêtrice. Donc, je suis blanche, je suis en plus espagnole et du coup, tout ça, c'est des choses qu'il faut tenir en compte parce que je viens du pays que je viens. Et entre du coup moi et les interviewés. Donc, suivant Donna Haraway, pour ne citer qu'elle, une optique est une politique de positionnement. J'aime beaucoup cette citation. Du coup, la position de l'enquêtrice en tant qu'alliée va exiger un exercice constant de réflexivité, de me mettre en question, de mettre en question ce que j'entends, c'est qu'elle veut l'exprimer non seulement comme pilier épistémologique, mais surtout comme une question éthique et politique.
sera donc question de partager avec elle, avec les participantes. Et donc, oui, je voulais dire vous, en fait. Cette question qui est cruciale pour moi, afin de me construire une place légitime dans ce terrain et dans cette recherche. Et du coup, je compte aller sur le terrain en juin. Je ne suis pas encore allée. Et pour citer Karine Espineira concernant les savoirs situés, je voudrais dire qu'il y aurait deux approches épistémologiques, elle dit. Donc, l'approche du sujet connaissant, donc qui a l'expérience que l'on souhaite étudier, et la position et l'approche épistémologique du sujet non connaissant, mais qui apporte une certaine naïveté et une mise à distance de l'extérieur. Hein. C'est-à-dire, j'arrive en Colombie sans avoir de préconnaissance. Heureusement, je parle la même langue, mais même comme ça, ce sont des dialectes et des langages très différents en tout cas. Donc, Espineira affirme que ces deux approches épistémologiques peuvent coexister et sont complémentaires pour la construction des savoirs. Et du coup, oui, pour finir, peut-être parler, oui, des résultats attendus, non? Comme la présence des suivants phénomènes qui seront vérifiés une fois sur le terrain. Donc, l'existence d'un supplément d'effort dans l'élaboration psychique nécessaire chez la population que je vais étudier, un supplément d'effort dans l'élaboration de l'identité, du vécu, du corps, du vécu en société, du vécu en général. Je n'ai pas mentionné que je parle aussi en tant que lesbienne, du coup, il y a quelques catégories sociales que je vais partager, donc, mais c'est pas la même chose d'être lesbienne en Espagne ou en France ou d'être lesbienne en Colombie, hein. Mais il y aura déjà quelque chose, il y a ce petit quelque chose. Bon, et donc, quelle stratégie, par exemple, des résistances et les enquêtés vont mettre en œuvre résistance aux rapports sociaux de domination, non? Comme la participation dans des activités de réaffirmation des identités non normatives, comme méthode de construction d'appartenance à un groupe, ce qui est crucial, et aussi comme activité thérapeutique même. Et du coup, j'attends aussi de trouver des discours, de la violence. J'attends de trouver de la violence subie dans les discours. Du coup, il y aura aussi une élaboration postérieure de ma part pour traiter cette question aussi très, très, très délicate. Et puis, dernière notion de Mara Viveros, et qui est très aussi crucial, oui, dans l'épistémologie, dans le cadre théorique, c'est la sexualisation de la race. C'est une notion de Mara Viveros, c'est-à-dire une hypersexualisation des corps des afrodescendantes. C'est-à-dire, il y a des préjugés partagés collectivement dans la société colombienne, selon lesquels les femmes afrodescendantes seraient des femmes très hypersexuelles, très active sexuellement, avec beaucoup de désirs et tout. Bon, mais ça, ça donne pour beaucoup parler encore. Donc, je vais finir ici pour laisser la parole. Merci beaucoup, merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Maria, pour cet exposé qui, à défaut de nous emmener en Colombie, nous a emmené dans votre cadre conceptuel. Et donc, on aura l'occasion d'en discuter avec les questions aussi des intervenants tout à l'heure.